de gens qui ne savent plus si c'est bien ou c'est mal. Peut-être qu'il faut en passer par là. De toute façon, il faut dégraisser. Vous voyez, en fait, c'est très grave. C'est fondamental. On ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait plus ce qui est juste et ce qui est injuste. Et cette solitude, elle est redoutable parce qu'il n'y a plus de sens commun non plus de la justice. Ce qui va se traduire lorsqu'il y a effectivement une attaque injuste contre quelqu'un, dans le cadre du travail, par une grande perplexité chez tout le monde. Alors, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer et de vous le faire dans un travers, bien entendu. Le harcèlement au travail n'a rien d'original, il n'est pas nouveau, et c'est pas là que vous trouverez l'explication des suicides au travail. Contrairement à ce que certains auteurs affirment. Le harcèlement n'a rien de nouveau, ça s'est toujours fait dans le monde du travail depuis l'Antiquité, il n'y a rien de nouveau, c'était déjà comme ça il y a 30 ans sur les chaînes de montage avant qu'on ait introduit toutes ces méthodes, etc. En revanche, ce qui est nouveau, c'est d'être seul. Et quand vous êtes harcelé, vous êtes pris dans le harcèlement, le problème c'est que vous êtes seul. Ça change tout. Autrefois, il y avait des marques de solidarité, des marques d'attention, des marques de prévenance des autres, sans qu'on monte forcément à un mouvement social et à la grève pour protester. Le simple fait de bénéficier le sens commun, c'est-à-dire d'un sens partagé, c'est bien le fait d'une injustice, d'être persécuté comme ça, et non pas parce que j'ai été mauvais, c'est pas parce que je suis mauvais, c'est parce que c'est injuste. Alors, le harcèlement fait faire deux expériences, d'abord celle de la solitude, et ensuite, elle vous apprend, si vous ne le saviez pas encore, que personne ne bouge. C'est très important, parce que le harcèlement aujourd'hui, il est fait dans un contexte d'évaluation individuelle des performances où tout le monde est divisé, les gens ne se parlent plus, et donc vous faites l'expérience, si vous ne le saviez pas, que les autres ne bougeront pas. D'abord, ils ont peur aussi. Ils se disent, tant que c'est pas moi, je ne bouge pas. Donc, le harcèlement, maintenant, a un impact beaucoup plus important que par le passé. Premièrement, il fait peur à tout le monde. Donc, vous en prenez un, vous le faites devant tout le monde, et tous les autres ont peur. C'est une méthode qui est devenue beaucoup plus performante qu'avant. Et le deuxième point, c'est que pour celui qui est pris comme cible du harcèlement, il va faire l'expérience extrêmement dure. À mon avis, c'est ça dont les gens craquent. C'est l'expérience de la trahison des autres. Voilà. Les gens avec qui vous avez bossé jusque-là, personne ne bouge. Je peux vous en raconter des centaines d'histoires, j'ai pas le temps, mais c'est impressionnant. Parce que les gens, tant que ça leur est pas arrivé, ils n'y croient pas. Puis quand ils sont dedans, personne ne bouge. Voilà. Donc on fait l'expérience de la trahison des autres. À la place s'installe la peur et fondamentalement une nouvelle dimension dans le travail, c'est la lâcheté. Parce que les petits copains, ils sont lâches. Donc quand vous cassez la gueule parce que vous êtes persécuté par harcèlement, ce n'est pas le fait seulement du harceleur, c'est aussi le fait de la trahison par les autres. Donc on est malgré tout invité à être complice de ces choses-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ou alors il faut à ce moment-là prendre des positions de résistance et de lutte plus particulières. Alors pourquoi ceci est important dans la discussion sur la confiance? C'est parce que on en arrive là à des situations atroces où finalement on est amené à apporter son concours à des actes que moralement on réprouve dans le monde contemporain du travail. Et beaucoup de gens, comme vous et moi, avons un sens moral, donc c'est assez pénible à vivre. On fait quand même l'expérience aussi de la lâcheté de l'intérieur, pas seulement celle des autres, la sienne propre. On ne savait pas. On était capable de ne pas réagir quand un gars se fait prendre, quand une femme se fait maltraiter. Elle va se faire expulser, elle ne bouge pas. Ça, c'est les nouvelles données du travail contemporain, c'est-à-dire qu'on apprend tous à être des lâches et à savoir qu'on l'est. Le problème, c'est après, comment se fait-il qu'on soit là, mais enfin, pourquoi les gens ne réagissent-ils pas? Ah, pourquoi ils ne réagissent pas? Un problème de notre précis, c'est que dans un contexte comme ça, il faut, si vous parlez de l'action, et si on réfléchit aux réquisites de l'action, très compliqué. Voilà, donc je vais vite en besogne. L'action collective n'est pas possible. Vous ne partez pas dans une action collective parce que ça suppose des risques, y compris pour votre emploi, ou des risques plus graves que ça, hein, des risques d'être finalement, je crois, d'être accusé ou d'être traîné devant les tribunaux. Il y a des risques à mener une action. Vous ne le prenez que si vous avez ce risque, vous ne le prenez que si vous avez confiance dans les autres. Et là, on est dans un contexte où la confiance, c'est vrai qu'elle a disparu. Une nouvelle forme d'organisation du travail avec toutes ces associations de choses que je vous ai dites rapidement,
ruiner la confiance. Pas seulement la solidarité, mais la confiance. Alors le problème qui est posé, c'est comment peut-on, et est-ce pensable, de rebâtir la confiance quand elle a été ruinée par la trahison, la lâcheté et la collaboration, vous mettez ça avec des guillemets, mais la collaboration a des choses que nous aurions voulu éviter. Alors qu'est-ce que c'est que la confiance? Parce que du coup, on arrive, je ne vais pas très longtemps parce que je l'aurais passé. C'est un problème horriblement difficile, comme je me suis battu avec ce problème au début de façon idiote, pendant des années en plus, sans du tout réussir à le résoudre. Je pensais qu'il était possible de dire des choses sur la confiance à partir de la psychologie. Je cherchais une analyse clinique de la confiance. Et ça, c'est très pauvre, la littérature sur la confiance en psychologie est extrêmement pauvre. Et j'étais étonné parce que comme les psychiatres, les cliniciens, les psychanalystes aussi, sont d'une certaine manière des spécialistes de la méfiance. Parce que dans beaucoup de pathologies mentales, la méfiance est très importante. Elle est très centrale dans les symptômes. Tous les paranos sont méfiants. Donc on connaît bien cette question de la méfiance, y compris la méfiance pathologique, hein, pas seulement la méfiance ordinaire, normale, et puis être ajustée à l'état du monde. Donc on pouvait penser que la confiance, les psychiatres auraient quelque chose à dire. Or, il n'y a rien là-dessus. Et effectivement, il faut admettre, en gros, la confiance n'est pas un problème de clinicien, c'est d'abord un problème de philosophie morale ou un problème d'éthique. Alors, je vais m'appuyer sur un texte qui est très bien fait d'une philosophe de l'éthique à l'université de Pittsburgh, qui s'appelle Annette Bayard, pour dire quelques mots, comme ça, pour essayer de situer les choses du point de vue de la philosophie morale, avant de voir maintenant comment on peut reprendre ce problème en psychopathologie et comment on peut le reprendre dans cette préoccupation qui est la nôtre, qui est celle de l'action, malgré tout. Dans les ouvrages donc moralistes religieux, puisque c'est toujours là qu'on retourne d'abord, la confiance est considérée comme l'attitude requise à l'égard de Dieu, et Dieu comme l'objet le plus légitime de la confiance, voire l'unique objet de la confiance. Alors, je ne vais pas évidemment traiter de l'approche théologale de la confiance, parce que je ne suis pas capable, puis en plus il y a des philosophes dans la salle, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, ce serait malvenu. Mais si j'évoque quand même cette dimension, c'est parce qu'elle fait apparaître des conflits d'interprétation qui sont fort importants avec la conception moderne de la confiance, et je pense qu'on ne peut pas passer au travers. Faire confiance à une personne, c'est se placer dans un état de dépendance, je dirais donc dans une conception plus moderne. Faire confiance à une personne, c'est se placer dans un état de dépendance, ou prolonger un état de dépendance à l'égard de la compétence et de la bonne volonté de cette personne. C'est accepter d'être vulnérable et admettre que le dépositeur de sa confiance exerce un pouvoir sur soi ou sur quelque chose d'important pour soi. C'est une citation de Bayard. Entre ces deux acceptions, donc religieuse et laïque, et d'une certaine manière, on peut dire même pas seulement laïque, mais prosaïque, de la confiance, il y a un usage quand même, il y a une différence, je dirais radicale dans les usages, une différence radicale d'appréciation sur les rapports entre celui qui donne sa confiance et celui qui en est dépositaire. Dans la conception théologique, celui qui accorde sa confiance est aussi celui qui est du côté du devoir. C'est très important. Je donne ma confiance et donc j'ai un devoir, c'est d'obéir. Dans la conception politique du gouvernement, selon Locke, mais aussi chez Hobbes on retrouve cette idée, c'est à celui qui est investi de la confiance que revient le devoir de s'en montrer digne. Donc, dans les rapports de confiance au travail, donc, qui est finalement l'obligé de l'autre? Celui qui donne sa confiance ou est-ce celui qui accepte cette confiance?